Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ces locaux de BPCE pour ce débat ou conférence débat, je crois qu'on avait mis dans l'invitation, avec un titre très prometteur de Futur de l'IA, et on parlera beaucoup d'IA générative. C'est un événement de la FTCC. Alors, Quesaco FTCC, je pense qu'il y a quelques personnes dans la salle qui connaissent bien cette mission, mais peut-être pour en redire un peu quelques mots. Euh, FTCC avait jadis, la FTCC avait un autre nom, la mission numérique des grands groupes. Cette mission a été créée en 2020 à l'initiative de Nicolas Guérin, ça a été validé, lancé, adoubé par trois ministres, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et Cédrico, je ne me suis pas trompé, et en mars 2020, donc à une époque difficile, douloureuse, début du confinement. Et la logique de cette mission, c'était de regrouper à la fois des grands groupes français, mais aussi les administrations publiques concernées et plus largement l'écosystème autour de numérique, dans une logique qui tient à cœur à Nicolas, qui est un do tank. C'est-à-dire qu'on a droit de réfléchir, et j'espère que ce soir, on va apporter de la réflexion, du partage commun, mais l'idée était de dépasser ces échanges pour aller sur des réalisations concrètes, hein, et donc de faire émerger, de réaliser des projets, des initiatives communes dans le but de faire bénéficier de ces initiatives le tissu économique français, les grands groupes, mais l'ensemble aussi de l'écosystème, pour, je dirais, accélérer la transformation numérique et développer nos propres talents autour du numérique. Euh, alors, je vais parler de la mission numérique des grands groupes. Donc maintenant, j'ai utilisé le terme de FTCC, donc il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un changement de branding en cours du jeu, donc en 2022, de mémoire. Donc nouveau nom, French Tech Corporate Community, pour montrer que certes, c'était une mission autour des grands groupes et des administrations publiques concernées, mais on voulait y attacher forcément tout le tissu innovant de France, et notamment les startups, d'où ce logo et cet rattachement, cet arrimage à la notion de French Tech. Donc je parlais de Doutan, donc le principe de la FTCC, dont j'ai la chance et l'honneur d'être membre du board, c'est de travailler sur des thématiques. Donc il y a 9 thématiques qui ont été retenues par le board et la mission. Deux plutôt autour d'ailleurs de l'écosystème. Alors sans grande surprise, les grands groupes et les startups fait partie des ateliers. Un deuxième atelier qui est tout ce qui est l'accompagnement des PME, une fois de plus pour être extrêmement inclusif dans la démarche de transformation numérique. 4 thèmes plutôt autour des enjeux technologiques, data IA, mais on va en reparler, cybersécurité, le cloud souverain et RSE et numérique. 2 sujets autour des talents, parce que c'est bien d'avoir de la techno, c'est bien d'avoir un écosystème, faut-il encore avoir des talents. Donc 2 thèmes, 2 ateliers autour de cette thématique, tout ce qui est formation et compétences, et l'inclusivité, Women in Tech, et puis un 9e thème, très générique, très transverse en tout cas, thème Europe, et donc de voir comment en fait tous les travaux que l'on mène au niveau français, de l'écosystème français, on peut le déployer en Europe, ce qui est évidemment assez naturel pour les grands groupes que nous représentons, qui sont très très largement internationaux et européens. J'ai oublié de citer un chiffre, 110 grands groupes. Je pense qu'on n'était pas tout à fait à ce chiffre-là en 2020, Nicolas, mais 40, voilà, donc x3 en 2 ans, 3 ans, pour un banquier, c'est une performance intéressante. Et voilà, on est effectivement très, très, très content d'être maintenant 110 dans cette mission. Data IA, j'ai dit que ça faisait partie des 9 chantiers, donc la façon dont fonctionne la FTTC sur chaque chantier, il y a 2 pilotes, 2 ou plus d'ailleurs pilotes, et donc notamment Guiraud Lam, qui est Chief Data Officer de Natixis et qui fait partie des 2 pilotes de ce chantier Data IA, qui a déjà beaucoup délivré en 2022, et notamment un starter kit sur le partage des données et la valorisation auquel on peut attacher ce partage des données. Donc Starter Kit qui est disponible hein, sur les réseaux sociaux, FTCC, vous le trouverez facilement, et que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu. Il y a beaucoup d'informations sur voilà, tous ces enjeux de partage des données qui sont hyper importants, et tous les business models et la valorisation associée à ces partages des données. Il y avait eu beaucoup d'autres réalisations, mais je vais aller assez vite, je vois que l'heure tourne. Et dans la feuille de route qu'on s'est fixée dans ce chantier en 2023, il y a un nouveau thème qu'on voulait aborder, l'IA générative.
Alors on surfe un peu sur l'actualité, hein, je ne vous cacherai pas, puisque c'est un sujet, mais ça va être largement développé, qui a un écho médiatique, je pense, assez sans précédent dans le sujet et l'univers des techs. Pourtant, on est habitué à ce que les phénomènes s'emballent très vite, mais là, je pense qu'on a encore battu des records. Mais au-delà de ce point-là, c'est quand même une technologie qui a des projections de rupture intéressantes, en tout cas sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse, mais aussi, et ce qui rend le sujet pour moi passionnant, qui est qu'au-delà des ruptures et des transformations que peut apporter cette technologie, il y a beaucoup d'autres questions derrière, autour de la souveraineté, de la privacy des données, de l'éthique. Et donc, voilà, je pense que c'est l'IA dans toute sa splendeur, entre guillemets, avec tous les aspects d'opportunité associés, mais toutes les précautions qu'il faut prendre pour avoir un usage responsable et robuste de cette technologie. Et en ce sens, je trouve la matière passionnante et je suis vraiment ravi de cette conférence débat et ravi évidemment de l'accueillir dans les locaux de BPCE. Hein. Donc BPCE a un engagement, une proximité, une tendresse, je pourrais presque dire, avec cette mission toute particulière, avec l'implication bien sûr de Nicolas, et puis au sein de certains chantiers aussi, par exemple Guy Rode sur Data IA, et puis à titre personnel, je suis aussi très intéressé par les échanges qu'ils vont avoir, parce que évidemment, dans les métiers de la banque, l'utilisation de l'IA dans ses volets prédictifs, classification, voilà, on a beaucoup d'usages, mais aussi sur l'IA générative, on projette beaucoup d'usages, et je veux évidemment écouter avec grande attention les débats et les échanges de ce soir. Je ne veux pas être beaucoup plus long, et je passe la parole à Guy Rode qui va introduire nos deux invités et lancer les débats. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont ici sur place dans l'amphithéâtre et ceux qui sont connectés en ligne, hein, il ne faut pas les oublier, ils sont là aussi. Donc je suis ravie d'animer ce débat aujourd'hui avec Luc Julia, donc Chief Scientific Officer de Renault, et Yves Cazot, Group Chief Digital and Information Officer de Michelin. Et donc je suis moi-même, comme Luc l'indiquait, Chief Data Officer de Natixis, filiale du groupe BPCE. Donc on l'a dit, enfin Luc, tu l'as dit, on est sur un sujet d'actualité aujourd'hui. L'intelligence artificielle est à la une des journaux depuis plusieurs mois. Et ce dont on parle, c'est l'IA conversationnelle. Et ce qui semble être un premier élément de rupture, c'est que tout un chacun a interagi avec cette IA conversationnelle, pour ne pas la citer, ChatGPT. Et du coup, on a pu tous, chacun, tester d'interagir avec un agent intelligent. Et du coup, cette IA conversationnelle, aussi appelée IA générative, semble casser les codes et en tout cas progresser et être nouvelle. Du coup, ma première question, Luc, s'adresse à vous. Est-ce que cette IA générative, elle est plus intelligente que les autres? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Rien. Non, mais bon, faut être clair. En fait, ce qui a été la révolution dans les 4 derniers mois, là, c'était le fait qu'on ait une interface sur ces GPT, parce que GPT existe depuis 2017, hein, donc c'est pas vraiment nouveau. Ce qui s'appelle les Large Language Models, donc c'est les LLMs qui permettent de pouvoir discuter enfin poser des questions et avoir des réponses avec ces IA. Donc c'est pas nouveau. Il y a une rupture, pardon, qui s'est, excusez-moi, c'est la météo. Il y a une rupture qui s'est effectivement effectuée dans les années 2015, mais c'était quand même dans la continuité de ce qui se passe depuis 70 ans. Donc il faut juste respirer un tout petit peu. Et évidemment, je vais challenger le mot intelligent là, parce que ça n'a strictement rien d'intelligent. C'est du remâchage, du revomissage de ce qu'il y a sur Internet, on va dire. Et bon, vous savez peut-être que ce qui est sur Internet, c'est pas forcément vrai. Et donc, ce que vous dit ChatGPT, c'est pas forcément vrai non plus. Il y a un truc qu'on n'a pas dit encore, hein, qu'il faut répéter et qu'il faut se mettre dans la tête, c'est le niveau de pertinence de ces IA génératives. Parce que, évidemment, quand on écoute nos expériences diverses et variées, on a l'impression que ça fait papa-maman et ça fait tout bien.
mais il y a un certain niveau de pertinence qui a été calculé, maintenant, on peut le dire, grâce à des scientifiques qui ont fait ça correctement et pas à l'arrache comme les journalistes. Et donc, ce niveau de pertinence, il est de 64%. Je peux vous donner le papier, il fait 54 pages, il est un peu long à lire, mais 64%, ça veut dire qu'il y a 36% où ça n'est pas pertinent. Et donc, si vous avez un spécialiste qui n'est pas pertinent plus du tiers du temps, c'est pas un spécialiste. Donc, bon, ces IA génératives, et je dis bien toujours ces IA génératives parce qu'il y en a plein, elles vont être très très intéressantes. C'est des outils très très puissants, mais c'est pas une révolution, c'est une évolution. S'il y a une révolution, c'est dans le fait que ça soit devenu un chat. Donc on ait mis le petit prompt là, qui vous permet à tous de jouer avec et de réaliser que vous pouvez faire dire à peu près n'importe quoi. Merci Luc, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Alors on peut y aller. Voilà, allez, salut. Alors du coup, on a dans la salle et en ligne des représentants donc de ces grands groupes qu'évoquait tout à l'heure Luc et de BPCE aussi, donc le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. On a tous dans nos entités testé ces dernières années des systèmes d'IA. On en a implémenté, on en a testé. Alors peut-être que l'IA générative ne change pas grand-chose, mais néanmoins, cet écho-là qui est donné ces derniers mois résonne forcément dans nos entreprises. Yves, comment vous voyez, sur la base de ce que vous avez déjà déployé chez Michelin, est-ce que vous voyez des évolutions ou est-ce que vous les anticipez? Comment vous voyez les choses? Alors moi, je vais quand même revenir sur la question d'avant. Je suis assez d'accord. Bon, moi, j'appelle ça non pas de l'IA, mais en l'occurrence du knowledge artificiel, parce que ça fait rien d'intelligent. Là-dessus, je pense que je suis assez en phase avec Luc. En revanche, je pense qu'il y a des breakthroughs, et j'aimerais les lister, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on veut faire ça. Il y a eu en 2017 le papier Attention is all you need, c'est la première breakthrough. C'est donc comment on prend un réseau, des architectures de réseaux neuronaux. Rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent pour la vision, c'est les réseaux convolutionnels, c'est Yann Lequin, etc. Dans les réseaux récurrents, il y a ce premier breakthrough. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une étape. Il y a un avant-après. Avant, on faisait des réseaux récurrents, on faisait Deuxième étape, alors tous les gens qui ont fait des large language models le disent, il se passe un truc à 10 milliards de paramètres, il s'en passe un second à 50, il y a un truc qui émerge. C'est-à-dire que jusque-là, ça fait de la prévision, ça fait de la complétion de mots. Tout d'un coup, ça fait de la compression, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc, oui, on le fait depuis toujours, mais là, il se passe des trucs. Alors, si vous avez joué avec les gros, là, il s'est passé quelque chose. Troisième chose, on s'est dit, tiens, s'il faut faire une version pour vous, pour moi, pour une entreprise, il faudra le réentraîner. Non, il y a du transfer learning, et c'est magique. En ce moment, la communauté scientifique ne sait pas pourquoi ça marche aussi bien. Pourquoi un truc qui a été entraîné sur un corpus complètement général, j'ouvre, je vais prendre mon cas préféré, je me mets sur Visual Studio, j'ouvre GitHub et je commence à coder, et en fait, il apprend... perçu, c'est pas vrai, mais il y a la perception qu'il apprend de mon code, et mes tricks, et mes macros, et mon machin. Donc ça, c'est quand même une surprise. Et on ne sait pas pourquoi ça marche. Troisième surprise ou quatrième surprise, il y en a 4, c'est que quand les gens d'OpenAI le mettent pour récupérer des use cases, pour tous ceux qui font des chatbots dans la salle, on sait depuis longtemps que la bonne façon de faire un bon chatbot, c'est d'avoir le maximum d'use cases. Ça a pris comme une traînée de poudre. Et ça marche mieux que prévu. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même je suis d'accord qu'il y a 70 ans, mais il y a une méga accélération. Alors, ensuite, si je parle de Michelin, je vais parler un peu d'IA chez Michelin, je ne vais pas vous parler d'IA générative, parce que c'est tout frais. On fait des tas de trucs, tout à l'heure j'y reviendrai. On fait surtout de la génération de code, on fait du replatforming de code legacy. Alors, désolé, c'est de l'acronyme sur de l'acronyme. Mais donc, on fait pour générer du code, ça marche plutôt bien. Du moment qu'on sait ce qu'on fait. Alors je reviens sur les fameux 60% ou 80%. Moi j'ai ma femme qui est prof d'histoire à la Sorbonne et je lui dis voilà les questions, si tu les poses à GPT-4 ça va être excellent, et celles où il va se planter. Et quand on a compris comment ça marche, moi il n'y a aucun problème, je vous fais un corpus, il ne fait même pas 60%. Il se plante à tous les coups. Attention, c'est pas un mot qui veut dire n'importe quoi, c'est effectivement le petit bout de contexte qui, dans votre phrase, est passé de proche en proche. C'est l'histoire de ce qui est important dans tout le récit, dans le prompt, pour générer quelque chose qui a du sens. Il ne fait pas les mots, il ne faut pas les noms propres. Donc faites des biographies, alors là c'est fabuleux, il invente. Et puis il faut se rappeler aussi que la hallucination, ça veut dire qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit, et en permanence il raconte le truc le plus probable. Donc quand il est sorti de sa zone de confort,
bon courage, parce que c'est du faux qui a l'air de vrai. Mais à l'inverse, parce que maintenant, moi, je joue avec quand même à haute dose là, depuis là. Moi, je vous fais un corpus de questions, il fait 99%, où c'est juste impressionnant à quel point il est bon. La question que ça pose d'un point de vue pratique, c'est comment on entraîne les gens à être air on the safe side. Si je termine juste, parce que là je suis un peu long, ce qu'on fait chez Michelin, c'est de l'IA. Alors, il y a quelque chose que je pense qu'on partage avec Luc. Je me méfie de l'IA en tant que terme. Moi, c'est une boîte à outils, c'est quelque chose qu'on partage. Dans le rapport de l'Académie qu'on a écrit il y a quelques années, on a bien insisté là-dessus. Il y a plein de formes. Et mon combat personnel, c'est qu'en fait, les gens qui font des trucs marrants, ils utilisent plusieurs formes ensemble. Ils font de l'hybridation. Regardez DeepMind, c'est de l'hybridation partout, des choses très modernes. Et entre guillemets, vous me permettrez cette expérience avec mes cheveux gris, de l'IA à la papa, c'est-à-dire des trucs que je faisais il y a 30 ou 40 ans. Et c'est la combinaison des deux qui est intéressante. Donc chez Michelin, on démarre sur la chaîne de valeur. R&D, on fait de l'hybridation, simulation éléments finis, classique, avec de l'IA pour accélérer, améliorer. C'est très cool, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Ça pourrait même s'appeler IA génératif, mais dans un autre sens du mot génératif. Quand on fait de la génération de formes 3D, par exemple, de l'impression 3D, on peut inventer des formes. C'est de l'IA générative, mais toujours, ça n'a rien à voir avec GPT. Ensuite, on utilise pas mal d'IA en manufacturing, je pense qu'on y reviendra. C'est quelque chose qu'on partage avec Renaud et avec notre domaine là. On utilise de l'IA en supply chain pour faire du forecasting plus ou moins, parce que dans un monde VUCA où il y a le Covid, la crise en Ukraine, la supply chain, le truc, la capacité à faire du forecasting basé sur le passé, ça ne marche pas très bien. Et ça fait que, effectivement, moi, je n'aime pas le mot IA en tant que mot magique, parce que, effectivement, mes collègues métiers me disent « Ah ouais, l'IA, on a essayé, ça ne marche pas ». Alors, effectivement, dans un monde où tout change sans arrêt, si pour vous, l'IA, c'est faire de la prévision basée sur les corrélations, c'est mal parti. Mais il y a d'autres formes d'IA. On peut faire des digital twins, on peut faire de l'IA causale. On fait de l'IA, évidemment, dans les services. Ouais, je dirais comme tous les gens qui font des services. Alors nous, on fait des services de flotte. On permet à des camions de consommer moins, d'avoir moins d'accidents sur la route, de se faire moins voler les remorques quand on est au Mexique ou en Brésil. Tout ça, c'est du pattern matching. C'est de l'IA classique. C'est de l'IA, c'est du machine learning à la papa. Il n'y a pas de réseau neuronal dedans. On fait aussi la même chose avec des réseaux un peu plus profonds. Et puis, je pense qu'on parlera un petit peu, quand on va parler un peu du rôle sociétal de l'IA, nous, on s'intéresse beaucoup à l'IA pour rendre nos process industriels plus tolérants à la variation des caractéristiques des matériaux lorsqu'on passe à du biosourcé ou surtout du recyclé. Quand vous allez voir votre pétrolier favori pour vous choisir un produit, c'est un truc, c'est parfait, c'est monograde, c'est extrêmement stable. Si vous le faites en recyclant des peaux de banane et des vieux machins, c'est un peu moins stable. Et là, il y a des belles utilisations de l'IA. Voilà. C'est juste pour donner un petit teaser sur ce qu'on fait avec l'IA. Donc en fait, vous utilisez une combinaison de différentes techniques IA, pas IA, en fonction des sujets. Oui, c'est whatever works. Yes. Et ça ne marche pas très bien d'ailleurs. En fait, la vraie question, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on est capable de savoir si on va dans la bonne direction ou pas? Je pense que c'est ça le vrai enjeu. Parce que ce n'est pas facile. C'est très très facile de se tromper. Tous ceux qui font de la prévision ici, je pense, le savent. Oui, je pense qu'on sait à peu près. Luc, vous en pensez quoi comment ça se passe chez Renault sur ces sujets-là, pareil? Oui, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si on prend une chaîne à partir du moment où on fait de la conception, on fait des voitures a priori, donc on parle de la conception. Donc là, les IA génératives peuvent être intéressantes pour les designers, pour avoir plus d'idées de comment modeler un pare-choc, un truc, je sais pas quoi. Donc là, il y a des trucs marrants à faire avec les IA génératives. On utilisait les autres IA avant, mais les génératives sont particulièrement intéressantes ici pour avoir une aide au design, on va dire. Après ça, si vous continuez dans la chaîne, on va arriver dans les usines. Donc dans les usines, c'est assez facile parce qu'il y a des robots depuis longtemps et les robots crachent beaucoup de data, donc on est capable d'analyser ces data et on va faire de la maintenance prédictive et des choses comme ça. Donc ça, c'est de l'IA statistique intéressante. On n'a pas besoin de générative aujourd'hui, mais certainement qu'on pourra jouer un peu avec la générative aussi pour faire des trucs là. On continue, on continue dans l'usine, on est à la supply chain, effectivement. Il faut optimiser le machin. En
fly pour que ce soit intéressant. Donc il y a de l'IA ici aussi. Puis après, on part dans le produit lui-même. La voiture a besoin d'IA à l'extérieur, on va dire, pour conduire d'une manière un peu safe, hein, pour comprendre l'environnement, pour éviter d'écraser bébé. Donc on va avoir les caméras, les lidars, les radars, fusion de data et tout ça. Donc là, effectivement, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de données. Et donc les IA sont intéressantes dans ce cas-là. À l'intérieur de la voiture, là maintenant, on va avoir des nouvelles interactions avec les humains, avec le conducteur ou pas qui est dedans. Donc avoir des IA qui vont me mettre dans les températures dans les conditions de température et de pression qui sont bien. Donc les IA sont là aussi pour m'aider à naviguer, pas à naviguer le chemin, mais naviguer la voiture elle-même, parce qu'elles sont de plus en plus compliquées. Comment je recharge, pourquoi, quand il fait froid, pourquoi il faut plus, pourquoi il faut moins. Donc ces IA vont être là aussi pour m'aider, pour m'assister. C'est toujours des assistants, hein, en permanence. Donc ça, c'est dans la vie, on va dire, de la conception et de la réalisation d'une voiture. Et puis après, il y a toutes les fonctions support. Donc les fonctions support, en HR, il y a de l'IA, en légal, il y a de l'IA, etc., etc. Donc on peut mettre de l'IA partout. On a de l'IA partout de plus en plus. Et ces IA génératives, effectivement, et là, c'est là où je rejoins tout à fait ce que disait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles sont excellentes. Plus le domaine est étroit, plus elles sont bonnes. Et plus le domaine est générique, plus elles sont mauvaises. Alors justement, sur le déploiement massif de ces IA dans nos entreprises et dans nos grands groupes respectifs, donc on a tous progressé ces dernières années basé sur l'expérience. Donc on a conçu, par exemple, chez BPCE ou Natixis, on a pensé des rôles de model owner, par exemple, ou d'asset owner, c'est-à-dire de gens qui maîtrisent l'algorithmique et qui maîtrisent les datasets qui permettent d'entraîner ces algorithmes. Mais néanmoins, en tout cas, moi, j'entends encore des réticences et des craintes des employés autour de l'IA qui va me remplacer dans les tâches, qui va me remplacer dans les métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est quoi les situations chez Renault et chez Michelin? Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire évoluer ces perceptions? On dit la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est que oui, ça va remplacer des tâches. C'est vrai. C'est vrai depuis la nuit des temps. Chaque fois qu'il y a des nouveaux outils, ils remplacent des tâches, mais ils en créent d'autres. Pouvoir maîtriser l'outil, c'est une tâche. C'est une nouvelle tâche intéressante qui prend des fois du temps, des fois plus de temps. Mais les résultats, finalement, et la productivité en est que meilleure. Donc, oui, il y a des tâches qui sont remplacées. Rarement, il y a des métiers qui sont remplacés. Quand toutes les tâches du métier sont remplacées, là, évidemment, le métier lui-même disparaît. Mais c'est très rare. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut faire, donc au niveau RH, on va dire, il faut donc pas mentir et il faut préparer. Et ça veut dire quoi, préparer? Ça veut dire, les gars, voilà, il y a ces outils qui arrivent. Il va falloir se former en amont dessus et pas juste les prendre dans la figure et puis être face à eux et pas savoir quoi faire et donc être dégagé parce qu'on va les prendre les gens qui les maîtrisent déjà. Donc ça, c'est un danger. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'éduquer, il faut se former, il faut s'y attendre, il faut toujours être en alerte pas avoir peur, mais en alerte du cerveau, quoi. Donc, il faut qu'on devienne tous des data scientists? Non, absolument pas. Justement, il faut tous être prêts à faire mieux notre job et donc à utiliser les meilleurs outils. Je veux dire, quand, dans les années 90, quand Photoshop est arrivé, je veux dire, les gens qui faisaient des jolis dessins, ils étaient bien contents d'avoir Photoshop. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu une génération qui ne voulait pas utiliser Photoshop. On les a dégagés. Et ça a été les jeunes loups qui savaient faire les raccourcis clavier qui ont pris ces jobs-là. Mais ce n'est pas la peine qu'on en arrive là. On peut très bien vouloir utiliser Photoshop parce qu'on comprend que c'est à la fin qu'un outil et la créativité, elle reste chez moi. C'est moi qui l'ai. Oui, je me retrouve bien. Nous, d'ailleurs, chez Michelin, on est des grands fans du terme intelligence augmentée. À titre perso, moi, j'ai aucun souci avec le terme IA, mais dans le monde Michelin, on est intelligence augmentée parce que, en fait, on est persuadé que l'intelligence artificielle, au sens techno, est un absorbeur de complexité. Et dans les usines, dans la production, on a devant nous l'augmentation des références, la rapidité des cycles. On a des tas de problèmes qui font que
tous ces outils permettent de faire mieux et plus vite, mais on a plus de choses à faire. Donc, à partir du moment où ce n'est pas imposé et où on laisse les opérateurs s'emparer des technos, et donc là, on a le digital manufacturing chez Michelin, il est construit comme quelque chose qui commence localement et on fait beaucoup de citizen development, on laisse les gens s'emparer des technos. On gagne beaucoup d'argent avec du data visualization, et ce n'est pas des data scientists qui le font, c'est des opérateurs devant la machine à qui on a donné les outils, et ils se font leur propre data visualization. Le point essentiel, c'est la formation, donc je me retrouve entièrement dans ce qu'a dit Luc. Il faut dédramatiser, il faut dire la vérité aux gens, ça je suis aussi entièrement d'accord. Mais on est dans un monde où il y a d'énormes opportunités, des défis considérables. Nous, on cherche à inventer le pneu propre de demain et on y reviendra. C'est une foule de défis. Donc, l'arrivée des outils qui permettent de gagner du temps est une bonne chose. Voilà, c'est quelque chose dont on se rend compte assez facilement. Et c'est bien perçu comme ça chez vous C'est bien perçu comme ça. On pose la question régulièrement. On fait faire des enquêtes en disant est-ce que c'est un truc qui vous stresse ou qui vous fait peur. Et c'est générationnel, c'est géographique. Sans rentrer dans le détail, il y a des pays qui sont beaucoup plus friendly que d'autres. Mais néanmoins, en majeur, on a des taux, et je parle uniquement des opérateurs dans les usines, je ne parle pas des cadres. Et en fait, ils sont en demande. Voilà. Donc, et avec des chiffres importants. Alors après, on les surveille parce que quand il se passe des bulles de hype, parce qu'on est en plein dedans, bah, ça peut secouer, ça peut faire peur. Donc là, on se dit en ce moment, il va falloir faire un peu d'accompagnement, justement, pour que tous les bêtises qu'on peut lire là ne deviennent pas des propos de machine à café en disant on va perdre notre job à cause de GPT-4. Chez Renault aussi, vous mesurez cette perception des outils liés à l'IA? Ouais. Je ne sais pas, j'espère que HR fait son boulot, mais j'en sais rien. Alors, pour continuer sur les craintes, on a certaines initiatives. Un certain Elon Musk a écrit une lettre sur la nécessité de la voilà, de faire un moratoire sur toutes ces techniques. Je crois, Luc, que vous avez une idée sur la question. Ouais, alors, bon, Musk, c'est mon pote. Hein. Il faut déjà dire les choses. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est un gros con. Mais là, le problème qu'il y a avec Musk, c'est que là, c'est du foutage de gueule de 150%. Bon, vous savez ce qu'il s'est fait avec Twitter déjà. Donc, on le sait. Maintenant, on le sait tous. Il y avait quelques-uns qui le savaient avant, mais maintenant, on le sait tous. Mais alors là, c'est le pompon. Là, le truc des IA génératives, là, il faut poser 6 mois les IA génératives, les gars, hein, parce que là, c'est super dangereux. Alors, je vais vous donner une timeline assez intéressante. Le 27 février 2023, Elon Musk crée une compagnie de IA générative anti-woke. Hein, parce qu'évidemment, toutes les IA génératives d'aujourd'hui, les OpenAI, Google, etc., c'est des gauchistes, hein, donc c'est des woke. Et donc, il faut faire un truc anti-woke. Donc, il crée une compagnie d'IA générative anti-woke, il débauche des mecs d'OpenAI, machin et tout ça, et donc il crée sa boîte, 27 février 2023. 27 mars 2023, il dit, les gars, attendez, il faut faire une pause, laissez-moi le temps de rattraper un peu. D'accord ? Donc, bon, c'est du foutage de gueule. Voilà. Bon, néanmoins, il y a quand même des sujets qui sont posés par les IA de manière générale. Mais dire que la Chine veut réguler. Mais dire que c'est dangereux, dire que ces outils sont dangereux. Une IA est aussi dangereuse qu'un marteau. Je veux dire, un marteau, c'est dangereux. N'importe quel outil, s'il est utilisé à mauvais escient, il est dangereux. Donc, évidemment que ces outils sont dangereux. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont excessivement puissants. Donc, oui, ils sont dangereux. Mais si on les comprend, si on les régule, à ce moment-là, ils sont toujours dangereux, mais c'est notre faute. Et de toute façon, c'est notre faute. Donc dire que ça va révolutionner l'humanité, que ça va détruire l'humanité, je veux dire, il faut arrêter de fumer des trucs, quoi. Donc il faut qu'on s'éduque, il faut néanmoins quand même réguler. Évidemment qu'il faut réguler. On a décidé tous ensemble un jour que le marteau, il ne fallait pas l'utiliser comme ça. C'est collectivement qu'on a décidé. On a décidé parce que c'est pas bien. Voilà. Alors c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, c'est nous qui l'avons décidé. On a une éthique. C'est quoi l'éthique ? Bon, on peut passer la soirée à parler de philosophie, mais à la fin,
Je veux dire, c'est nous éduqués, c'est le régulateur éduqué qui prend les décisions pour une société, et les décisions peuvent être différentes en fonction des sociétés. Hein. En Chine, ça ne sera pas pareil qu'ici, etc. Mais on décide. Et à la fin, le manche du marteau, c'est moi qui le tiens. Il ne va pas aller se balader tout seul pour aller vous taper sur la tête. Donc l'humain gagne à la fin, on est d'accord, hein. Ben, l'humain gagne à la fin, c'est comme les Allemands, sauf que maintenant, c'est nous qui gagnons. C'est ça. Yves, votre avis là-dessus? Ah ben, je suis complètement en phase donc, là-dessus. Je pourrais même rajouter, parce que Luc a poussé l'interview de Yann Lequin, que j'ai vraiment trouvé très bien, en disant finalement, ralentir la R&D, c'est juste une bêtise, parce qu'il y a plein de bad guys qui, eux, de toute façon, inventent. En revanche, réguler les produits d'usage, ça, c'est une bonne idée. Donc, il ne faut pas se tromper de cible, il faut laisser les scientifiques travailler, et par contre, il faut que les régulateurs fassent leur travail, sur ce qui est visible, sur ce qui est un peu factuel. Donc, non, on est très, très alignés là-dessus. D'accord. Vous êtes Surtout, associé? Yves, Pardon. on est aligné sur tout. C'est pour ça qu'on vous a invité. Vous êtes associé aux travaux, vous êtes consulté un peu par les Avec régulateurs Musk? sur les régulations qui se discutent en ce Oui, moment. évidemment, on demande aux spécialistes, on demande toujours leur avis. Quand Villani a écrit son rapport, il a demandé son avis aux spécialistes. Quand RGPD, c'est un peu partie de tout ça parce que c'est des data, donc ils ont demandé leur avis aux spécialistes. Les Act européens, ils ont demandé leur avis aux spécialistes. Et donc, ouais, on demande nos avis. Maintenant, nous, on est là pour éduquer. On n'est pas là pour faire de la politique. C'est l'occasion de dire qu'on est tous les deux membres de l'Académie des technologies et que l'Académie des technologies produit des rapports. On en a fait en 2017, on fait un peu tout le temps. Donc oui, on est consulté. À quoi ça sert, ça je ne sais pas, mais en tout cas, on est consulté. Oui, ça sert à éduquer quand même un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des gens dans ces institutions qui sont quand même intéressés. Villani, par exemple, si on parle de lui, je veux dire, il s'est beaucoup intéressé au problème et il a bien intégré, il a bien ingéré et il a fait son rapport. On l'aime, on l'aime pas, mais je veux dire, le gars, il a mis quelque chose, il s'y est mis dedans. Donc il y en a certains qui ont envie. Et donc ça fait plaisir. Moi, on ne parle pas complètement on souffle dans un, comment on dit ça? Non, c'est pas. Voilà. Voilà, c'était ça. Je propose qu'on passe aux questions, puisqu'on voulait aussi que ce débat soit interactif. Donc, ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à lever la main et je ne sais pas qui vous apportera un micro. Et ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans Teams. Elles nous seront normalement retranscrites à l'écran. Je vois un peu de flottement, mais oui. Merci Luc. Bonjour, j'ai une question pour Luc, Julia. J'ai installé ChatGPT connecté à Siri. J'ai fait une connerie? Non, absolument pas. C'est un bon outil. Je veux dire, Siri, c'est une interface, donc c'est comme le chat, en l'occurrence ici. Et donc, Siri, il a son propre modèle de langage derrière qui date de 1997. Hein, donc, de l'époque, en fait, ouais, il est un peu vieux, Siri, maintenant. Donc c'est bien de mettre cette interface. Et si vous avez des problèmes d'Alzheimer, c'est bien d'installer Siri avec ChatGPT parce qu'il va vous raconter n'importe quoi, c'est sympa. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. J'avais deux questions, j'en profite. La première chose, c'est est-ce que dans vos entreprises respectives, vous avez instauré une charte, pas éthique, hein, mais une charte d'usage pour éviter ce qui s'est passé chez Samsung? Et la deuxième question, qui est liée à la formation que vous parliez tout à l'heure, Microsoft va introduire ça dans Teams, Word, etc., etc. Donc ça veut dire qu'un jour, quand on a 10 000 collaborateurs, ils vont se lever un lundi matin, le DSI aura acheté la licence et on a 10 000 personnes qui se retrouvent avec ça sur leur poste de travail. Donc ça pose un problème de formation parce qu'effectivement, ce n'est pas parfait. Et donc, comme j'imagine que vous avez réfléchi un peu à ça, et si vous pouvez partager ce que vous faites dans vos... Alors là, je parle plutôt aux opérationnels plutôt qu'aux spécialistes de l'IA. Non, mais je peux commencer. Alors, on a une charte. C'est un très très grand mot pour quelque chose de beaucoup plus simple, qui est un joli PowerPoint avec 6 règles. Il y en a une qui dit, quand je parle à ChatGPT, je parle à Bridgestone. C'est-à-dire, tout ce que je dis, je dois pouvoir le dire à un compétiteur. On travaille avec Microsoft qui nous promet des tas de trucs. Tant que ce n'est pas vérifié, je vais être très prudent, qui est d'avoir une instance séparée pour pouvoir faire. Nous, on a des niveaux de classification.
et je vais revenir en particulier sur le code, parce qu'on a dans la charte, il y a aussi un alinéa un peu plus précis sur le code. Parce que sur le code, on a deux problèmes. On a le problème Samsung ou Amazon qui est, tiens, notre code se retrouve quelque part, et quand un compétiteur pose une question, on trouve un fragment de notre code. C'est un petit problème pour nous, mais on se méfie. Le deuxième problème, c'est j'ai demandé à Copilot de m'écrire ma fonction, et dedans, il y a 20 lignes d'open source qui en fait viennent avec une règle, un IP associé à l'open source, qui vous avez le droit à l'utiliser, mais vous devez citer. Donc on fait du infringement et on se retrouve embêté. Donc là, on a des règles de pratique disant pour l'instant, on ne fait pas faire des grands morceaux, on fait plutôt des petits bouts, des tout petits bouts, pour que si un jour il y a un... Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous ? On dit, allez-y, parce qu'on dit quand même, grosso modo, ça n'est pas un outil génial, ça ne pense pas à votre place, c'est vous le pilote. Ce qui est sympa avec le copilote, c'est que ça dit bien, le copilote fait les trucs pour vous, mais si vous ne maîtrisez pas ce que dit le copilote, vous n'en servez pas. Donc, on dit, allez-y. On dit, on va séparer des outils, des licences Michelin dans un Virtual Data Center qui va bien avec les protections, des licences grand public. Si vous faites du grand public, c'est bien, mais c'est entièrement public. Donc, si vous faites du code qui est sur GitHub, moi, quand je code dans mon coin, c'est de toute façon, tout va sur GitHub en public. Donc, je ne me fais pas de soucis sur le fait que c'est tout aspiré dans le cloud et que ce n'est pas mon problème. Par contre, si je développe un algo propriétaire, en particulier les modèles de R&D dont je vous parlais, ça ne sera jamais là. Voilà, c'est donc jamais. Et puis, je reviens sur comment on fait les formations. Eh ben, c'est une très bonne question. On se pose la question. Voilà, donc on a déjà dit qu'il fallait apprendre ces hallucinations. Hein, il faut acquérir ce sens pratique des questions qu'il est raisonnable de poser et celles qu'il n'est pas raisonnable de poser. Et malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de théorie là-dessus. Donc c'est pour ça que je veux qu'on laisse les gens expérimenter, mais qu'on les forme. Voilà. Ouais, alors là, je dirais que encore une fois, il faut regarder l'histoire et il faut regarder ce qu'on a fait avant avec des choses similaires. En l'occurrence, ici, la chose similaire, c'est le cloud. D'accord. Pendant longtemps, on s'est posé des questions sur le cloud. Est-ce qu'il faut que je mette les trucs sur le cloud ? Pas. Et finalement, les compagnies ont décidé de mettre certains trucs sur le cloud, des trucs qui effectivement, on a un peu, c'est des machins qui vont nous permettre ce soit des outils qui sont publics, etc. Mais on met pas sur le cloud la formule chimique de Coca-Cola. D'accord, donc on prend des décisions, on décide, on fait ça, on s'éduque là-dessus parce que on ne sait pas effectivement au début. Et donc je pense qu'aujourd'hui la position chez nous, c'est de dire simplement, bon, common sense, un truc d'ailleurs qui n'a pas du tout l'IA. Common sense, qu'est-ce que tu ferais toi si on te disait que ta recette de mousse au chocolat que tu veux partager, tu la mets sur le cloud. Voilà. Donc c'est pareil avec ChatGPT, il faut comprendre que chaque fois qu'on parle à ChatGPT, c'est parti chez monsieur OpenAI et chez monsieur Microsoft potentiellement. Donc on le sait, on explique, et puis une fois qu'on a compris ça, c'est bien. Il y a un mot que je voudrais rajouter pour faire de la philosophie de bas étage, puisque j'ai commencé tout à l'heure. Quand on parle de copilote, c'est vachement intéressant, et c'est le co qui est important, hein, c'est effectivement le co, c'est moi. Hein, c'est-à-dire que, et il y a un truc, alors, pareil, moi l'IA, j'aime pas le mot IA, j'aime pas les mots IA, parce que je pense que c'est une fumisterie et fourberie. Mais par contre, là, ici, maintenant, on utilise tous IA. Bon, intelligence augmentée, c'est effectivement la meilleure façon d'utiliser IA, en fait. Mais on utilise tous, et du coup, là, aujourd'hui, on parle d'IA générative. Et ce qui est super important, c'est que là, pour une fois, je crois qu'on ne s'est pas trompé de nom. C'est vraiment des IA génératives. Et si on avait appelé ça IA créative, là, j'aurais eu des gros problèmes. D'accord ? Il faut bien comprendre que ces IA ici, là, elles ne créent rien. Elles ne font que générer. Et justement, le créateur, c'est le co, c'est moi. C'est celui qui écrit le prompt. C'est celui qui va aller choisir l'image qui a été générée, la remettre dedans pour la remâcher, etc. Donc la créativité, elle vient de moi. Quand je vais dire quelque chose dans le prompt, quand je vais dire dessine-moi à mi-journée, par exemple, je lui dis dessine-moi un éléphant vert au-dessus de la tour Eiffel qui a des ailes, ça c'est de la créativité. J'ai vu quelque chose là-haut et je l'ai fait et je lui ai donné ça. Lui, il va me générer des éléphants verts au-dessus de la tour Eiffel avec des ailes. Je vais choisir, je vais continuer à générer, à régénérer. La créativité, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui la garde. C'est positif, tout ça. Je vais prendre une question en ligne et on va alterner en ligne et en salle. Vous parliez tout à l'heure du taux de pertinence de ChatGPT alors versus Google Search. Quel est le taux de pertinence de Google Search et est-ce que la rupture d'usage ne serait pas une révolution en soi, donc Google Search versus ChatGPT?
Alors le taux de pertinence de Google est assez haut, est très 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 haut, parce que en fait, bon, il y a une classification, il y a une classification commerciale aussi, hein, donc on n'est pas complètement idiot, on s'en rend compte quand même. Mais en gros, les réponses qui sont données, ce sont des réponses qui viennent d'Internet. Alors si vous demandez à Google, montre-moi tous les articles qui montrent que la Terre est plate, je vais dire, il va vous les sortir. Donc la pertinence, elle est à 100%. D'accord. Maintenant, est-ce que la Terre est plate? Vous savez que c'est pas vrai. Hein. Donc, et là, donc, la rupture ici, c'est qu'effectivement, je vais avoir une phrase et une réponse. Et le truc, c'est que la réponse, le taux de pertinence, elle se fait sur la réponse. Elle se fait pas sur la centaine de millions de réponses que me donne Google. Et donc, du coup, moi, je dirais que Google est pertinent à 100%, parce que quelque part, il y a la réponse. Et je dirais que donc ChatGPT, aujourd'hui, je sais qu'il est pertinent à 64% parce que ce n'est pas forcément la réponse. Il y a des questions dans la salle. Je ne sais pas où est le micro. J'en ai un. Ah bah voilà, j'avais pas. Bonjour. Vous parliez de pertinence. Bon, on a vu quand même que régulièrement, certaines erreurs, style les œufs de vache, les œufs de poule, ça a été résolu. Mais sur l'aspect sécurité, tout à l'heure, ça a été dit, quand on utilise ChatGPT, c'est comme si on parlait à un concurrent, on donnait des informations publiques. Mais il y a un deuxième moyen d'utiliser ChatGPT, c'est l'API. Et l'API, j'ai lu, mais je voulais avoir votre confirmation ou pas, que c'était par contre beaucoup plus sécure que le site. Absolument pas. C'est exactement pareil. Donc vous filez votre prompt, à travers l'API, vous donnez un prompt, et vous filez votre prompt au monsieur qui est là-haut, là, et donc lui, il récupère. Donc non. Ce qui est beaucoup plus sécure, c'est ce que vous pouvez faire par exemple avec comment il s'appelle, Simple Diffusion, donc comment il s'appelle, Bard. Stable Diffusion, merci. Stable Diffusion, comme c'est open source, vous pouvez l'installer sur votre machine, on-premise, vous l'installez chez vous. Vous pouvez à ce moment-là changer les modèles, faites ce que vous voulez. Là, c'est en local. Donc en local, vous risquez rien. Mais dès que c'est sur le cloud, c'est parti. Hein. J'ai une deuxième question qui est plutôt pour vous. Depuis lundi, c'est bloqué sur les postNetXis. Est-ce que vous savez si ça va être débloqué rapidement ou s'il faut faire une demande de dérogation? Parce que bon, on peut l'utiliser via des devices perso, mais... Alors envoyez-moi un mail, je peux sortir. Non mais la politique, elle est globale, elle est même au niveau BPCE, donc je ne sais pas si Luc, tu as une réponse précise, mais je pense que c'est en train d'être instruit en attendant de pouvoir sécuriser les usages. Non, ça a été très bien dit hein, par Luc. C'est vrai qu'on fait un prompt, les données elles sortent. Donc évidemment, dans un cadre personnel, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est la responsabilité individuelle de chacun de décider ce qu'il est bon pour lui de faire ou pas. Quand on est dans un cadre d'entreprise et sur le poste de l'entreprise, ça pose question. Aujourd'hui, alors je parle pour BPCE, pardon, c'est une question un peu... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une informatique qui est supervisée et on s'assure qu'on supervise qu'il n'y ait pas de données qui sortent de l'entreprise, que ce soit à titre volontaire ou involontaire. Et donc, on a des mécanismes pour le faire, mais c'est des mécanismes qui ne nous permettent pas de contrôler, de screener des outils comme ChatGPT. Donc, pour l'instant, effectivement, on ferme. Après, on verra et on réfléchit sur comment on amène ça dans nos environnements cloud supervisés, donc sans les API ouvertes, voilà, plus dans des containers qu'on pourra amener sur nos tenants et nos bulles sécurisées. Donc, on n'a pas ces sandbox pour pouvoir largement le déployer. Effectivement, il faut qu'on apporte aux salariés des outils qui soient compatibles avec nos enjeux de conformité et de protection des données. Voilà. Donc, on trouvera une solution, mais qui ne peut pas être, comme ça a été très bien dit, le ChatGPT ouvert, pour lequel toutes les informations circulent massivement partout. Alors, juste le temps de passer le micro, je prends une question en ligne, alors qui est un peu générique, mais qui m'intéresse en plus. La réponse m'intéresse beaucoup. Est-ce que la mesure et la prévision du ROI d'un projet basé sur de l'IA diffèrent d'un projet tech plus classique? Donc, c'est quoi les critères que vous utilisez dans vos entreprises respectives pour calculer des ROI de projets IA? Je ne crois pas au ROI, moi, du tout. Nulle part, ni pour l'IA. Enfin, dès qu'il y a un utilisateur, dès qu'il y a de l'inconnu, je crois au affordable loss, hein, donc au fait de dire... Et après, on fait une start-up et point par point, on regarde si on arrête, on pivote ou si on gagne de la valeur. Si on crée de la valeur, en général, c'est des bouts d'amplification, d'usage, c'est imprévisible. Tous les modèles sont faux. Donc,
Après, qu'on fasse un petit bout de papier d'équation sur un bout de PowerPoint pour dire à ses chefs qu'on y va parce que peut-être ça a du sens, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise. Mais en tout cas, moi, je refuse. Il y a des tas de gens qui s'occupent de ROI, mais moi, quand je vois le mot ROI, je sors de la salle et je veux pas en entendre parler. L'avantage, c'est l'âge. J'ai atteint un âge où c'est fini, je veux plus entendre parler de ROI. Tous les trucs géniaux que j'ai fait dans ma vie, ils n'avaient pas de ROI au départ, ils ont créé de l'argent. Tous les trucs avec des super ROI se sont tous cassés la gueule. Enfin, il y a vraiment une anti-corrélation qui est vraiment pas loin du moins 0,8, quoi, entre le ROI et la création de valeur. J'aime bien la réponse. Luc? Ditto. Ok. On va l'enregistrer, hein, celle-là. Oui. D'autres questions? Oui, j'ai le micro. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je suis dans le débat, mais en écho à ce qui a été dit par Michelin et Renault, quel avenir pour l'intelligence artificielle dans la banque? Il faut comprendre que ces outils d'intelligence artificielle ont un avenir partout. Donc, que ce soit la banque, la médecine, HR, les pneus, les voitures, enfin, on peut l'appliquer partout. Encore une fois, ce sont des outils multiples et variés. Il y a de la vision, il y a de langage naturel, il y a des statistiques de haut niveau, il y a tout ce que vous voulez. Donc, n'importe où, si vous avez envie si vous allez détecter des tâches qui sont répétitives, des tâches qui sont je ne sais pas quoi, compliquées, qui ont l'air compliquées, mais qui, avec beaucoup de data, le deviennent beaucoup moins, on trouve des applications absolument partout. Maintenant, de temps en temps, l'outil devient inutile parce qu'on s'aperçoit qu'il prend trop de temps, qu'il prend trop d'énergie, qu'il prend je ne sais pas quoi. Donc, et à ce moment-là, on l'élimine parce que c'est en fait pas un outil. Mais si on a envie, on peut trouver des moyens pour l'appliquer partout. Je peux rebondir là-dessus en prenant le cas de l'IA générative, hein, parce que si on prend la boîte à outils, c'est vraiment très très grand. Je vois 3 usages, moi, pour nous à court terme, et je pense qu'ils marchent parfaitement pour les banques aussi. Le premier, c'est pour quand on crée du code, hein, la génération de code. Donc, c'est pas pour faire tout et n'importe quoi, mais il y a un certain nombre de patterns où on écrit du code plus vite. Je pense que c'est pareil, c'est pour vous aussi. Le second, on vit quand même, on est des knowledge workers. Une grande partie alors pas en usine, mais nos cadres sont des knowledge workers. C'est-à-dire ils passent leur temps à absorber l'information, à la travailler un peu, à la passer aux petits copains. C'est super pratique pour passer d'un langage à l'autre, pour compresser. Hein. Si vous n'avez pas utilisé GPT, c'est vraiment très très bon. Vous avez 10 pages dans une langue A, vous voulez 3 pages dans une langue B, et ça le fait super bien. Une fois que vous savez utiliser ça, vous allez plus vite. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Je suis à peu près sûr que vous avez aussi des knowledge workers chez vous, comme chez nous. Et le troisième, on a des interfaces conversationnelles avec nos utilisateurs, que ce soit des gens dans les usines, des clients, etc. Donc on a des chatbots. Ça améliore la fluency et la performance linguistique du bot. Hein. Ça, c'est à tous les coups. Donc c'est d'ailleurs que l'approche API est intéressante. C'est que pour moi, ce n'est pas du tout une techno magique, etc. C'est une brique avec des plugins qui permettent de dire tiens, je peux aller de GPT vers l'extérieur, vers d'autres modes de connaissance, ou des API, donc je peux le jouer dans les deux sens, et c'est une boîte à Lego. Voilà. Et donc je pense que ça s'applique aussi chez vous. Voilà. Et c'est pas par hasard, parce qu'on a très peu de maturité. Moi, je passe mon temps à écrire des slides, et toutes les 15 jours, ils sont tous faux. Donc c'est pour dire que c'est un sujet qui bouge, quoi. Donc je ne suis pas un expert sur le sujet. Alors, Edouard Cédéodim, j'ai entendu tout à l'heure l'expression l'AI à papa, où on fait du machine learning. Et en fait, jusqu'à il y a 2 mois, pour moi, l'AI, c'était ça. C'est-à-dire, on a un projet, on va mettre un data scientist dessus, il va regarder les données, il va le travailler, il va faire du Python. Et puis maintenant, en fait, si ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, on va voir le temps que ça met en place, ce sera un prompt où on dira, voici mon fichier Excel, est-ce que tu peux me dire, voilà, et construire le modèle et faire ce qu'il faut. Et donc, en fait, est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de créer avec les data scientists, ça va disparaître ? Puisque finalement, ce sera à la portée de tout le monde, peut-être moins bien fait, mais ça conviendra à 99% des besoins. Non, c'est ce qui s'applique aux développeurs, à la secrétaire, à l'opérateur sur sa chaîne, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les outils permettant d'aller plus vite, le data scientist qui utilise du MLOps. Hein. Avant de faire de l'IA générative, on a déjà mis en place pas mal de méthodes d'IA appliquées au réglage du modèle, parce que quand on fait un modèle, la vie change donc assez rapidement. Le sort de tout modèle, c'est d'avoir une performance qui décroît avec le temps, parce que le monde change. Donc on a
on a inventé des algos. Si vous êtes un data scientist spécialiste, vous allez dire ce truc-là, c'est pas terrible, ça casse pas trop patin canard, je fais beaucoup mieux. N'empêche que autant savoir s'en servir. Je pense que ce qu'a dit Luc tout à l'heure s'applique, c'est-à-dire que oui, il y a le monde change, il y a des tâches qui disparaissent, et ça s'applique aussi aux data scientists. Est-ce que en revanche GPT ou des gens de techno vont remplacer les data scientists? Je ne crois pas une seconde. Alors, pas une seconde. Oui, pareil. Alors, une question en ligne pour alterner, après je vous laisse la parole. Quelle utilisation des IA génératives pour améliorer l'efficacité opérationnelle à court terme? Alors, du coup, c'est un peu... Ouais. C'était mon dito tout à l'heure. Hein. C'est pareil. On l'a un peu dit, ouais. Parce que, ça dépend. Je veux dire, on peut certainement les utiliser dans plein de façons différentes. Donc, ça dépend ce que ça veut dire efficacité opérationnelle. Dans quoi? Où? Mais oui, je peux certainement trouver un moyen pour utiliser une IA générative dans le domaine particulier que je suis en train de regarder. Donc, et encore une fois, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, ce sera le truc à la papa qui marchera, ou ça sera autre chose. Mais en tout cas, tous nos bots, par exemple, on peut déjà se poser la question de savoir si on ne peut pas les améliorer. Les bots qui font quoi? Ceux qui font la relation client, par exemple? Oui, ou qui... Oui, enfin là, en faisant attention, on en parlait avec lui tout à l'heure, il faut faire super gaffe parce qu'il peut partir en vrille, le machin. Hein. Donc, faites gaffe, rappelez-vous de Tai, le Microsoft Bot de 2016, qui s'est mis au bout de 16 heures, pardon, il a fallu le débrancher parce qu'il était devenu raciste et sexiste, le truc. Hein. Donc, faites gaffe quand même. Mais à l'inverse, l'exemple de Fiat là, qui a fait avaler le Honor Manual, l'espèce de truc de 200 pages, de la i500, et on peut poser au bot, il est où le bouton pour rabattre la banque arrière? Ça le fait très bien. Ouais. Contexte fermé, super, bien, c'est un petit spécialisé, et puis ça raconte pas des choses qui sont pas dans le manuel. Donc, exactement. Voilà, et c'est ce que j'ai dit dans la voiture, on utilise, donc on va l'utiliser, c'est évident, parce que c'est vachement utile. Mais si tu lui donnes quelque chose d'autre à manger, voilà. Oui. Bonsoir, Nicolas Maresco, Massif. Aujourd'hui, il y a la Chips War. Il y a l'intelligence générative, voire intelligence entre guillemets, elle se fait aux États-Unis. En France, en Europe, on a peut-être des bons techniciens, des bons scientifiques, mais on n'a pas d'argent, sauf de la réglementation. On l'a vu avec l'AI Act, aussi bien pour les banques et les assureurs. Ma question, on est aujourd'hui dans le cénacle de French Tech Corporate Community. En tant que... alors Michelin, avec le Moving On, travaille beaucoup sur l'open innovation avec d'autres groupes. Comment vous verriez les travaux FTCC sur l'IA générative? Qu'est-ce que vous attendriez du collectif? Bon, d'abord, pendant qu'il réfléchit, je vais juste donner une petite rectification au fait qu'on est nul. Parce qu'en gros, c'est ce que vous avez dit. Alors, on n'est pas nul. Il y a des IA génératives européennes, hein, Bloom par exemple, donc il y en a, ça existe. Et il faut se mettre dans la tête qu'en fait, on est les meilleurs du monde. Nous, les Français. D'accord? Donc il faut arrêter de se flageller tout le temps en disant que notre système éducatif est à chier, on est tous des nuls et tout ça. On est les meilleurs du monde en mathématiques. C'est comme ça. Et il se trouve que ces IA génératives ou les autres types d'IA, toutes les IA qui existent depuis 70 ans, ce sont des IA mathématiques. Et on est les meilleurs du monde en mathématiques. Et quand on regarde dans la Silicon Valley, où j'habite, donc je sais de quoi je parle, tous les chefs d'IA, on parlait de Yann Lequin tout à l'heure, par exemple, qui est médaille Turing d'IA, bon, pas trop mauvais le gars, il est chef de l'IA de Facebook, et tous les chefs d'IA dans la vallée, dans la Silicon Valley, sont français. Mais justement, ça prouve bien ce que je vous disais, c'est qu'on a des... Attends, j'arrive sur le pognon après. Donc déjà, je veux dire... en France. Non, attendez. Moi, j'ai le micro, je parle. Hein. Non, mais donc, on est les meilleurs. Maintenant, on a un problème de marché. Alors là, je suis un économiste renommé, hein, vous savez certainement. Donc, ce qu'il y a aux États-Unis, on a un marché qui est relativement captif de 330 millions de personnes qui parlent la même langue. D'accord ? C'est pas trop mal. Ici, on m'a fait croire, en 1950, qu'on aurait une Europe, un marché européen. D'accord ? Mais c'est là où on m'a menti. Parce qu'on n'a pas de marché européen.
On a 400 et quelques, 450, c'est l'Europe, 450 millions. Donc on a 450 millions, mais il y a des Hongrois, il y a des trucs, il y a un bordel monstrueux. Et donc en fait, il n'y a pas d'unification, il n'y a pas d'unité. Et on n'a pas de marché. Et le marché, c'est du marché que vient le pognon. Et donc le jour où on aura un marché, là on sera fort, encore plus fort avec du pognon. Et côté Renault, donc par rapport à la question qui est par rapport à la FTCC, qu'est-ce que vous attendriez quelque chose du collectif? On ne fait pas partie, nous, de... Ah, si, on fait partie. Ah, je suis parrain de la mission. Ouais, alors qu'est-ce qu'on attend? On attend de... non, mais c'est un collectif qui est évidemment intéressant. Il y a l'histoire de mettre ensemble les données, de comment utiliser ces données pour comprendre comment on peut faire ces ponts. Il y a l'histoire de open data. Open data, c'est un truc intéressant. Est-ce qu'on a vraiment de l'open data quelque part? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le faire ensemble sans dévoiler des secrets industriels? Comment on fait? C'est ça qu'il faut faire quand on n'a pas d'argent. C'est quoi déjà? Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, c'est ça? Et une des pistes qu'on a identifiées sur l'IA générative dans le cadre du chantier Data IA, c'est de partager justement notre compréhension de ces IA pas vraiment nouvelles et comment on les implémente dans nos entreprises. Donc on va pouvoir partager là-dessus et être meilleurs et progresser ensemble. Je réponds quand même à la première question que j'ai là en ligne, puisque en fait vous y avez répondu, Luc. Quelle est la meilleure IA au monde selon vous? Donc c'est les Français, on est d'accord? Non, mais je résume, mais vous voulez peut-être commenter un peu? Non, je ne commente pas, je reste sur ce que j'ai dit. On est les meilleurs du monde. Maintenant, on se flagelle parce qu'on est français, on adore se cracher dessus et tout ça, donc ça, c'est comme ça. Et on ne sait pas monter sur la table. Un truc que font bien les Américains, c'est qu'ils montent sur la table et puis ils font du Elon Musk. Je veux dire, nous, on ne sait pas faire ça, on est trop réservés. Donc, de temps en temps, il faut monter sur la table et puis il faut dire qu'on est les meilleurs. Alors, il y a une question. Enfin, c'est plutôt une réponse. Renaud Vedel, non, c'était pour indiquer qu'il y a déjà une offre française en IA générative. Alors, elle n'est pas aussi puissante et aussi grosse qu'OpenAI. C'est une PME qui s'appelle Lighton, qui propose des modèles dans 5 langues différentes. Ce sont des modèles qui ont quelques dizaines de milliards de paramètres, qui fonctionnent on-premise. Ils cherchent de la commande des clients. Alors, moi, je ne les ai pas évalués, je n'ai pas d'ailleurs les capacités, mais eux, ils l'ont fait sur les tests de Stanford, mais ils prétendent qu'ils sont les 5e modèles le plus puissant, avec un modèle beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique, parce qu'il a été distillé. Donc voilà, il y a déjà une offre française que les entreprises qui sont intéressées aillent regarder, et d'ailleurs nous fassent un retour pour savoir si elle correspond à leurs besoins ou pas. Je dirige le cabinet du ministre du Numérique. Lighton, il faut effectivement regarder. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans le cadre de la FTCC entre grands groupes. Ouais. Alors, justement, vous avez introduit la notion de green et d'impact. Alors, on a la question en ligne, c'est souvent une question qui revient. De plus en plus, nos besoins en énergie sont réorientés vers l'électricité. La sécheresse dont souffre la France expose nos centrales nucléaires à des problèmes de refroidissement, certes. Donc, d'incertitude quant à leur productivité en électricité. L'IA est très consommatrice en énergie et le sera de plus en plus. Quel avenir de l'IA face au changement climatique? Oui, je peux y aller, je peux démarrer. Le numérique chez Michelin, c'est 35 kilotonnes, scope 2, 3. Michelin, c'est 2 millions sur le scope 2, 7 avec le scope 3 juste nous, et 135 si on rajoute l'usage des voitures. Mon patron de la supply chain considère qu'un logiciel qui optimise les chargements des camions, c'est tout l'IT Michelin. Donc, ça pour dire que, je vais revenir, oui, l'IA, ça consomme, mais les enjeux, ce qu'on peut gagner en utilisant mieux tout le reste qui consomme, dépasse très très largement. Donc, pour moi, on a besoin d'IA, justement parce que le changement climatique arrive. C'est le premier point. Le second, c'est si je mets à part blockchain, une seconde. Alors, blockchain, si vous n'avez pas ça en tête, c'est la moitié de toute l'informatique mondiale. C'est 100 TWh, juste blockchain. Tout le reste, les data centers, c'est 200 TWh, 2000, 2010, 2020. Donc, avec un nombre de serveurs qui explose, mais un PUE qui s'améliore. Donc, c'est important, mais on est tous soumis à un bashing d'enfer en disant le numérique, c'est affreux, l'informatique, c'est affreux, ça ne fait que croître. C'est grandement exagéré. Donc, ça n'empêche pas que moi, en tant que DSI, mon job, c'est comme on veut aller vers un carbone neutral et tout, il faut aller vers zéro, donc il y a du boulot. Mais
voilà, je trouve qu'on est, on est dans un climat anxiogène, alors qu'en fait, c'est un problème d'ingénieur. Il faut le prendre calmement, il faut se donner des objectifs, et on y arrivera. Donc moi, je suis très, très cool sur le sujet de la consommation de l'IA et face au changement climatique, parce que comme je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, quand je regarde la roadmap de Michelin qui est d'être carbone neutral en 2050, on a absolument besoin de techno numérique pour y arriver. Et ça représente au moins 100 fois plus que ce que pourra faire toute l'IA de Michelin à cette époque-là. Donc, ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur d'enjeu. Ouais, moi je vous conseille un bouquin qui est super, qui s'appelle En voie droit dans le mur, mais il y a un point d'interrogation à la fin. C'est de moi. Et bon, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il ne faut pas être catastrophique. On va voir dans le mur, ça a l'air, mais il y a le point d'interrogation. Et donc, c'est vrai que le numérique prend une énorme part, puisque tout le numérique en comptant la blockchain est au-dessus aujourd'hui de l'aérien, hein, point de vue émission. Donc, il faut quand même faire attention, ça ne va pas dans la bonne direction. Ceci dit, on en a besoin, et il faut juste être plus frugal aussi et réfléchir un tout petit peu. Alors, je suis un ingénieur, donc ce que je vais dire maintenant, je peux le dire. Nous, ingénieurs, de temps en temps, on fait des trucs juste pour faire des trucs. D'accord ? Et donc, de temps en temps, il faut se poser le crayon et puis se demander si ce qu'on est en train de faire, ça sert vraiment à quelque chose ou à quelqu'un. Donc ça, c'est un truc important. Et aussi, il ne faut pas utiliser la technologie juste pour utiliser la technologie. On parlait tout à l'heure de l'IA à papa. On parlait de plein d'IA différentes et tu parlais d'IA hybride tout à l'heure. Et on n'hybride pas assez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend de temps en temps un bazooka pour tuer une mouche. C'est-à-dire qu'on va dire oh, je vais utiliser ou les IA génératives ou les IA, le machine learning, le deep learning, alors que je pourrais faire ça avec une base de règles, avec 3 règles. Donc il faut qu'on respire un peu de temps en temps, qu'on se dise quel est le problème et être un bon ingénieur. Et un bon ingénieur, c'est quoi ? C'est de dire quelle est la méthode la plus efficace que je vais pouvoir utiliser pour résoudre le problème que j'ai devant moi. Et le problème le plus efficace, la solution la plus efficace, c'est pas forcément utiliser la technologie la dernière qui a été montrée. Voilà. Donc ça, c'est un truc super important parce que du coup, quand on fait ça, on se rend compte que ces data centers qui sont effectivement des trous énergétiques absolument fantastiques, on n'est peut-être pas obligé de les utiliser comme on les utilise. Et puis après, il y a des solutions, il y a du biomimétisme, il y a plein de choses auxquelles on peut penser qui sont un peu l'avenir et qui vont finalement nous sauver parce qu'à la fin, encore une fois, c'est nous qui gagnons. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, alors peut-être dans la poursuite là, sur ces sujets numériques et green, et ça rejoindra peut-être aussi la question de ce que la FTCC peut apporter. Dans un de tes précédents livres, ou dans une conférence, tu avais expliqué que l'ordinateur avait battu le joueur de Go ou l'échec, mais qu'entre les watts générés par le cerveau et les watts générés par la machine qu'il a battu, il y avait un facteur, je ne sais plus si c'était 100 000, 10 000, 100 000. Et donc certes, il a gagné, mais enfin, il a dépensé beaucoup plus d'énergie. Quel est le regard sur ces technologies sous-jacentes à l'IA générative ? Est-ce qu'elles ont été pensées de manière plus frugale que Deep Blue, etc. Première question. Est-ce que c'est des éléments de différenciation éventuellement entre certaines sociétés ? On parlait de techno françaises, américaines, etc. Est-ce que ça peut être un caractère différenciant ? Et pour faire le point avec FTCC, on a démontré récemment un outil qui est un calculateur d'impact énergétique d'un projet informatique. Et voilà, est-ce qu'on peut, dans le cadre des travaux, réfléchir et guider nos choix de solutions technologiques sous-jacentes à l'IA ou à l'IA générative en fonction de ce critère d'aller vers une techno plus frugale que l'autre ? Alors, les IA génératives, celles dont on parle quand on parle de ChatGPT en l'occurrence, c'est 175 milliards de paramètres. 175 milliards de paramètres, c'est pas frugal. Hein, c'est-à-dire que là, ça ne marche pas. Quand on parle de Lighton, justement, là, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus frugal et c'est beaucoup plus intéressant. Et les résultats, à la fin, ne sont pas si mauvais que ça. Donc, c'est là où il faut être aussi intelligent, et donc c'est à nous de l'être, et de se dire quel est ce pourcentage d'erreur que je peux admettre par rapport à l'utilisation de la technologie que j'utilise. Donc, quel est le but ? C'est quoi à la fin que je veux ? Donc, je pense que ça, il faut avoir ça en tête tout le temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une course, hein, c'est la course des gammas, hein, c'est pas les GAFAM, c'est les gammas. Donc, cette course des gammas, elle est dans utiliser plus et plus et plus et plus de paramètres pour montrer qui est la plus grosse. Donc, c'est comme ça, mais c'est pas forcément très finaux. En phase.
Et du coup, ça répond à la deuxième question que j'ai sur mon prompteur. Avez-vous étudié la possibilité de mettre en place une IA on-premise fine-tunée avec un corpus interne? Bah oui, parce que c'est ce que vous évoquiez sur la Fiat, par absolument. exemple. Il faut se rappeler que dans GPT, PT, ça veut dire pre-trained, et ça veut dire que le pré-entraînement ne pose pas de problème parce qu'on peut le prendre. C'est la partie fine-tuning, effectivement, qui est importante. Et on a effectivement envie, le jour où on met des données Michelin dedans, on a envie d'avoir d'abord vérifié qu'on a colmaté les brèches avant de partir. Donc oui, on travaille là-dessus. Et on voit bien, on a plein de... Je vous parlais tout à l'heure de la génération de code. Bah, dès qu'on veut appliquer cette méthode à du code qui est plus sensible et propriétaire, bah, évidemment, on doit avoir trouvé une solution de ce type-là. Et il y a des technologies aussi qui vont arriver petit à petit. Je parlais tout à l'heure de biomimétisme, mais on a des solutions aujourd'hui déjà auxquelles on peut penser. Quand on parle de on-premise, en fait, il y a aussi avoir quelque chose on the edge, donc d'avoir ce qu'on appelle le federated learning, donc d'avoir des morceaux un peu partout et de ne pas avoir des trucs centralisés, parce que la centralisation en fait n'est pas forcément bonne à cause de ces data centers dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a plein de trucs auxquels on peut penser qui vont permettre d'être beaucoup moins énergivore. D'accord, merci. Une question qui vous est adressée, Luc. Vous dites que ChatGPT n'est pas une révolution, mais une évolution. Selon vous, quelle sera la prochaine révolution dans le monde de l'IA? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas Elon Musk. Donc j'en sais strictement rien. Je pense qu'on va continuer à évoluer. On va continuer, comme j'ai dit, on va trouver des trucs de plus en plus frugaux qui vont être toujours aussi puissants. On va prendre conscience de cet impact qu'on a sur le monde, donc du coup trouver des nouvelles méthodes. Donc je pense que l'évolution va être plutôt une évolution de frugalité et de practicalité, je ne sais pas si on dit ça, et puis on va continuer de façon à générer des data. Je veux juste dire un mot sur l'évolution potentielle, si j'ai affaire à mon Elon Musk, l'évolution potentielle de ChatGPT. Le problème aujourd'hui avec la pertinence dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux grands chemins qui peuvent être pris. Il y a le chemin où on ne va pas réguler du tout, d'accord, et le chemin où on va dire on va continuer à générer des trucs, et le truc qu'on génère, ils vont être pris dans les prochains ChatGPT, d'accord. Et donc ça, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être de moins en moins pertinent, en fait, parce qu'il y aura de plus en plus de caca dans le machin. D'accord, donc ça c'est une direction. Et puis il y a l'autre direction qui est la direction régulée, ou la direction où on va nous décider de comment utiliser les machins et donc de faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Et donc là, ça va être de plus en plus pertinent. Donc je pense qu'effectivement, ces IA génératives, ou on va les appeler peut-être autrement après, elles vont être de plus en plus intéressantes ou pas, en fonction du chemin qu'on décide de leur faire prendre. Et de la façon dont on décide sur quel sujet on les utilise et comment on les combine avec d'autres techniques déjà existantes. Oui, je pense qu'on a déjà dit tout à l'heure, plus c'est étroit, plus c'est pertinent. D'accord, donc, et pour moi, quand on parlait de Microsoft tout à l'heure, du fait qu'il l'utilisait dans Bing et dans Excel, par exemple, l'utilisation dans Bing d'un chat GPT aujourd'hui est une aberration pour moi. C'est complètement stupide à cause du taux de pertinence dont je parlais. Par contre, une utilisation dans Excel est complètement pertinente et absolument extraordinaire. Je ne vais pas m'emmerder à aller chercher la formule de machin. J'ai plus qu'à dire, fais-moi la moyenne des deux premières colonnes et tu divises par le min de je ne sais pas quoi. Et ça, c'est super facile parce que la formule sera bonne. Et là, on est tous augmentés grâce à ça. Vous vouliez compléter ou... Jouer à Elon Musk, non. Moi, j'ai deux dadas. Alors, ce n'est pas les révolutions, mais c'est deux trends un peu pour vous faire réfléchir un peu. Le premier, c'est système de système. Donc, je suis un grand fan des systèmes de système et je suis persuadé que, une fois qu'on a compris que tous ces éléments de la boîte à outils sont modulaires et qu'on peut les combiner, on peut les combiner dans un algorithme hybride, on peut aller plus loin. Et si vous réfléchissez aux robots de demain, à la voiture autonome de demain, tous ces trucs-là, on a envie d'avoir plein de formes d'IA. L'exemple que j'ai pas mal travaillé sur la domotique avant. Et en domotique, on voit bien qu'il y a des choses qui sont des fonctions émotionnelles à faible risque, et à l'inverse, le truc qui ouvre les portes, vous n'avez pas envie que ça se ferme sur les doigts de votre gamin. Donc on a besoin de faire de l'IA certifiée. Et personne sait faire aujourd'hui, en tout cas, à la fois de l'IA certifiée auditable et des trucs super soft, sympathiques, un peu fuzzy, comme les choses qui devinent vos goûts. Mais l'approche CMCM permet de combiner tout ça. Donc ça, c'est ma première intuition, et en plus, ça se confirme pas trop mal. La seconde, c'est que je suis persuadé que l'IA nous aide à attaquer des problèmes sociétaux vraiment complexes et liés au réchauffement climatique. On a besoin de faire de l'optimisation multi-point de vue, la théorie des jeux, des choses comme ça. Et donc, tout ce qui est théorie des jeux évolutionnaires, tout ce qui est IA, où
multi-agents où on cherche avec Telia pour résoudre des problèmes multi-points de vue, ça, je suis sûr que ça va arriver. Voilà, ça consomme horriblement de CPU, donc, voilà, avec les gains qu'on fait, on va y arriver. Et ça, je suis sûr qu'on va faire des choses sympathiques et que ça va nous aider. Quel est votre avis sur la position de l'Italie sur ChatGPT, donc relative aux données personnelles? Alors, c'est la position de l'Italie. Ils veulent interdire ChatGPT comme Sciences Po, comme Sciences Po ou comme l'Université de Hong Kong. C'est une grosse bêtise. C'est une énorme bêtise. L'outil, on ne peut pas l'interdire de toute façon. C'est un peu l'histoire du moratoire de tout à l'heure. Hein, c'est la même histoire. Donc, on ne peut pas interdire l'outil. Quelqu'un l'utilisera toujours. Et il vaut mieux s'éduquer sur l'outil que l'interdire. Parce que de toute façon, je parlais avec un prof récemment qui me disait « Oui, mais je vais avoir mes élèves qui vont tous me rendre la même copie parce qu'ils vont faire avec ChatGPT et puis ça va être un pas vide, machin. » Je lui ai dit, mais en fait, c'est super parce que c'est exactement comme moi dans les années 80, quand je faisais des devoirs, je recopiais l'Universalis, Encyclopédie Universalis. Et puis mes potes, ils faisaient tous pareil, et on rendait tous le même machin, d'accord, bon, voilà. Mais il y avait toujours un petit génie quelque part qui, lui, recopiait, mais il changeait 2-3 trucs, et puis voilà. Et ben ça va faire pareil. C'est juste un outil, c'est plus l'Universalis, c'est plus Internet, c'est ChatGPT. Il y a toujours le petit génie quelque part qui va montrer qu'il, lui, a compris le machin, et il va utiliser l'outil à bon escient, à son avantage pour faire mieux que les autres parce qu'il va mettre son petit grain de sel dedans. Donc il faut maîtriser l'outil, il faut l'apprendre, il ne faut pas l'interdire, c'est complètement idiot. Ça me va bien. Il y a d'autres interventions dans la salle? En fait, sur l'Italie, la CNIL italienne a mangé son chapeau après des négos flash avec OpenAI. Il y a 2 jours, ils ont changé de position, donc ils ne l'interdiront pas. Ils ont complètement changé sur la base légale du RGPD, donc ils considèrent que même pour l'entraînement, ce qu'on appelle ce qu'on appelle la finalité de l'intérêt légitime serait admise pendant en tout cas quelques mois. Et même à l'entraînement, là où OpenAI a fait des efforts et pris des engagements de d'effacement des données problématiques, y compris pour les hallucinations, donc du coup, la position de la CNIL italienne est à peu près correcte désormais. Et donc, ils ont fait un virage à 180 degrés en 10 jours. Merci de la mise à jour. Oui, une question. Alors, en attendant que le micro arrive, alors je pense qu'on a déjà un peu la réponse, mais en dehors de ChatGPT dont on a beaucoup parlé, quel est l'avenir pour la data science, l'IA? Donc, au-delà de la combinaison dont on a parlé. Bon, on va oublier les maths, d'accord, et maintenant on va faire de la physique. Et donc on peut parler du quantique, parce que ça c'est peut-être une révolution, d'accord. Alors moi je la comprends pas parce que je suis matheux, donc je comprends rien en physique, mais en tout cas, je pense que là c'est d'autres paradigmes au pluriel. Et donc, effectivement, alors si on veut faire encore de la philo de bas étage comme tout à l'heure, on peut considérer que les mathématiques sortent de notre cerveau, d'accord. On essaye de décrire le monde avec les mathématiques. La physique, c'est le monde, d'accord. Et donc, si je veux avoir un truc qui ressemble un jour à un cerveau, c'est difficile de décrire mathématiquement parce que je ne sais pas, parce que je ne comprends pas ce que c'est. Mais par contre, je peux peut-être le faire en physique. Waouh. On va y réfléchir. Mal à la tête, mais c'est normal. Oui. Alors sur les aspects green, je dis parfois que c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour expliquer que finalement ça ne prenait pas tant d'énergie. C'est que j'ai testé moi-même avec un ami. Si on met ChatGPT V4, parce qu'aujourd'hui on a accès à des programmes open data et les poids on peut aller les chercher sur certains forums, et bien en fait ça tourne sur un ordi, c'est très rapide, un petit ordi de base. Ce qui compte c'est de l'entraîner le gros modèle à l'externe. Voilà, donc ça c'est très compliqué. Donc je serais ravi d'avoir votre argument positif ou contre avant que je répète ça plusieurs fois et que je me trompe. Et la deuxième chose, on parlait de maths et physique. Si on prend par exemple ChatGPT, qu'on dit qu'est-ce qui est le plus au nord, est-ce que c'est Paris ou Boston, vous testerez ce soir, vous verrez qu'il argumente très bien que le mauvais résultat,
alors qu'il a les bonnes latitudes. On peut faire, je pourrais donner plein d'autres exemples. En fait, il lui manque juste les maths, la logique ou le concept finalement. Et tout à l'heure, Yves, vous disiez, à partir d'un certain nombre de paramètres, on observe des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours la question de savoir est-ce que c'est juste un blablateur ou est-ce que quelque part, à force d'avoir plein de paramètres, il finit par reconstituer une forme de conceptualisation indirecte. Non, il est même avec plein de paramètres, c'est toujours un compresseur de knowledge, et on fait des tas de choses extraordinaires avec du prompting. Donc il faut faire Google, Wikipédia, Chain of Thoughts, là, et pour comprendre comment on peut rajouter une intelligence externe et faire. Par exemple, si vous faites résoudre un système d'équations deux inconnus, le machin à GPT-4, il le fait très bien, mais c'est pas par application du large language model, c'est parce qu'il y a un prompting qui a dit voilà les étapes. Bon. C'est ce qui explose, c'est ce qui fait que c'est très très dur de répondre à vos questions, c'est que tout bouge. Vous pouvez aller voir aussi ce que fait Wolfram, avec Wolfram Alpha qui est couplé maintenant avec GPT. Donc, évidemment, il fait de l'autopromotion pour son approche. Donc, regardez, je ne me trompe pas sur ce genre de problème parce que GPT, comme vous l'avez très bien dit, il ne comprend rien à ce qu'il utilise pour produire. Donc, faut pas. C'est pas parce qu'il connaît la longitude et la latitude qu'il va en déduire quoi que ce soit. Bon. Mais là, c'est vraiment un domaine mouvant. Et comme ça a été dit, moi, j'ai préparé des slides avec toutes les erreurs les plus évidentes. Maintenant, elles sont toutes fausses. Enfin, toutes mes slides sont à refaire. Mais il y en a d'autres. Hein, il y en a tout plein. Ça va, le répertoire d'erreurs est important. Mais ça bouge. Ce qui est sûr pour moi, c'est deux choses. C'est il ne faut pas attendre autre chose du large language model que de la compression. Et après, c'est je compresse, puis je détends. Et en détend, il se passe des choses. Et par contre, en extérieur, en mode hybride, que les systèmes qui, eux, font le prompting, ceux-là, ils évoluent, on leur met de la logique formelle, on leur met des bases de connaissances, on leur met... Ce qui est à la base en ce moment, c'est tout ce qui est knowledge graph couplé avec du large language model. Oui, c'est sûrement intéressant. Voilà. Donc, peut-être que ça fait partie de l'avenir. Mais comme je l'ai dit au début, et je pense que c'est bien de le répéter, pour moi, l'avenir de l'IA chez Michelin, c'est très, très protéiforme, c'est très multiforme. Il y a plein de choses excitantes qui se passent et ça dépasse largement l'IA générative. Alors j'hésite entre la question en ligne et la question dans la salle. Alors peut-être en attendant que le micro arrive. Est-ce qu'au sein de vos entreprises respectives, vous envisagez l'implémentation de modèles internes ou vous laissez le soin aux GAFAM et aux universités d'implémenter des modèles que vous consommerez ? Si c'est au sens large language model, non, on va probablement tuner, l'utiliser comme brique. Mais par contre, si c'est au sens plus général de modèle de réseau neuronal, oui, bien sûr, on fait nos propres modèles. Pareil chez Renault. Et on n'a pas répondu à votre question qui était est-ce que GPT-4 ça tourne sur un petit PC? Bien, je ne sais pas répondre, donc je vais pas. L'inférence peut tourner. Enfin, c'est un gros modèle en mémoire. Mais l'inférence peut tourner effectivement beaucoup. Le training, non. Bonjour, Patrick Rouvillois du Tech Hub. J'ai une question sur tout ce qui est le domaine artistique. Ce qui a été assez frappant dans le lancement de GPT récemment, ça a été la capacité à imiter finalement, donc à écrire des textes dans le style de l'un, dans le style de l'autre. De la même manière, dans les images, on est capable aujourd'hui de générer des images qui sont très inspirées de certains artistes. Et donc il y a des risques d'imitation ou de limite fraude, à tel point que Universal Music récemment a commencé à attaquer en disant qu'il était hors de question qu'on puisse retirer certaines notes de morceaux ou certaines parties de chansons, voire tous les textes de musique. Donc comment est-ce que vous voyez cet impact-là? Parce que bien sûr, tout le monde de l'IP, au sens assez large, est très déterminant, je veux dire, dans notre société. En Asie, en Chine, c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas... C'est un vrai risque. Comment est-ce que vous voyez que ça puisse être circonscrit? Comment est-ce que vous voyez cela évoluer? C'est super compliqué. Donc ça, encore une fois, là, il va falloir qu'on régule, qu'on se mette d'accord, et ça va être une chose qu'on choisit. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident et qui va tomber du ciel comme ça. Donc il est sûr qu'aujourd'hui, quand vous lisez les EULA, les conditions générales d'utilisation de ces IA génératives, il y a marqué que ça vous appartient. Donc le truc qui est généré vous appartient. Ce qui est une aberration, parce qu'effectivement, vous pouvez dire je veux faire un machin à la Van Gogh, et puis vous avez fait dessiner un truc qui ressemble à un Van Gogh. Mais ça vous appartient, c'est comme ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est attaqué.
il y a comment ça s'appelle, l'organisme du copyright américain qui vient de décider il y a quelques jours que, en fait, c'était pas bien, parce que il fallait que c'est une coopération entre la machine et l'homme, et que donc du coup on pouvait pas vraiment donner le copyright seulement à l'homme. Donc il y a un truc comme ça, donc, et ça va encore évoluer, et il y a des dizaines et des dizaines de cas maintenant qui arrivent, parce qu'il y a des artistes qui se disent spoliés parce qu'ils voient arriver quelque chose qui ressemble beaucoup. Alors c'est pas exactement, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que eux ils auraient fait s'ils avaient créé le machin. Donc c'est un truc super compliqué, et c'est un truc auquel il va falloir un jour qu'on statue, et donc la loi sera ce qui sera décidé. Et donc à la fin, c'est bien les hommes qui décident, pour revenir sur l'idée du début.